Salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est avec le camarade Jocelyn Zou des pompiers, donc il a nous tout effectivement Jean Haï, Kimounié en tant que militant, parce que c'est l'émission Le Militant du jour, donc nous allons apprendre à découvrir effectivement vie des militants Haï et leader en personne Haï. Bonjour monsieur Zou. Bonjour Mediaplus, bonjour chers téléspectateurs fidèles à Mediaplus. Alors effectivement, aujourd'hui c'est le militant du jour. Alors j'aime pas trop parler de moi, il faut que vous le sachiez, donc c'est un peu difficile. Je vais m'adonner à cet exercice qui n'est pas simple pour moi parce que je ne parle jamais de moi. Je reste quelqu'un de réservé, de très discret dans ma vie. Il est vrai que cette notion de militantisme a été donnée, ça franchement transmis par ma mère en fait, qui était aussi une déléguée syndicale à l'époque de la CGTG et qui avait été licenciée et travaillée à la clinique chirurgicale de Saint-Claude à un moment donné. Elle avait pu faire valoir ses droits et ce qui a permis qu'elle parte à la retraite. Donc j'ai acquis ça en écoutant à ses côtés en fait. C'est une dame qui était assez dure, assez claire, elle était cuisinière de profession. Et par la suite, j'ai découvert ce monde syndical à travers ma profession même de pompier, où il faut dire aussi, dès l'âge du collège, je me rappelle en 5e, j'ai participé à la vente du journal Indépendance avec mon professeur Géopon Serge à l'époque. Il y avait Lurel Serge, il y avait un autre gars monsieur qu'on appelait, je crois, monsieur Macouk. Et mon père est policier. Donc, brigadier chef, pas loin de la police, le samedi, quand j'avais pas cours. Et ma mère m'a donné la possibilité d'aller en ville et je passais mes journées à côté de ces personnes-là. Donc, ce qui fait que depuis très tôt, depuis ma maternelle enfance, j'ai connu en fait ce que le militantisme voulait dire, mais surtout aussi les notions d'indépendance et de nationalisme, et qui fait que ça a forgé mon caractère, ça a forgé ma vision de voir mon pays, de voir mon territoire, mais surtout de regarder l'autre avec un autre aspect beaucoup plus humain. Et ce qui fait aussi aujourd'hui que j'ai tellement baigné dans ça que j'ai fini aussi par une vision politique, c'est que j'ai même été un caractère socialiste. Donc tout ça englobe ma personne, mais aujourd'hui je suis père de 2 enfants, donc je suis quelqu'un de très... J'essaie pour autant être visionnaire pour mon territoire. Je ne suis pas militant pour être militant, je suis quelqu'un qui d'emblée place l'homme au milieu de son centre d'intérêt. L'homme dans sa splendeur, l'homme dans sa grandeur générationnelle. Donc l'homme, on dit bien l'homme avec un grand H pour que les femmes ne se sentent pas exclues. Tout à fait, l'homme avec un grand H. C'est-à-dire dans sa dimension naturelle, dans sa dimension universelle, exceptionnelle, spirituelle également. Donc je suis sur ça, chevillé au corps, je suis là au quotidien. Alors ça m'a permis aussi de me découvrir moi, parce qu'en fait lorsqu'on milite, on n'a pas le temps de s'attarder sur soi-même, parce qu'on reçoit tellement de souffrances des uns et des autres, donc on n'a pas le temps de s'apitoyer, de s'attarder sur soi-même, et on écoute les gens, on apprend à écouter, on apprend à observer, on apprend cet esprit de médiateur, à chercher à trouver des solutions pour régler les problèmes de tout un chacun. Et c'est pas facile parce que les problèmes sont diversement variés. C'est un problème de carrière, d'échelon, ça peut être un problème aussi de situation sociale difficile. C'est aussi un cas de suicide, ça peut être aussi des personnes qui sont en grande souffrance, en grande maladie. Donc, même à travers mes collègues. Et depuis quand même, j'ai commencé, je suis pompier professionnel depuis 2003. Donc depuis que je suis entré, j'ai embrassé la carrière de professionnel. Je crois que j'étais au départ un volontaire. J'ai travaillé aussi à Goubert, à la maison d'insertion, au centre culturel de Goubert, où j'ai eu à faire un peu d'insertion aussi. Et donc je m'occupe de sport, de tout genre, aussi des personnes âgées, tout ça, quoi. Alors c'est tout naturellement quand j'ai réussi mon concours de pompier professionnel que j'ai intégré le syndicat CGTG à l'époque, parce que nous étions affiliés à la CGTG. Aujourd'hui, nous sommes affiliés à Force ouvrière pour des raisons stratégiques, des raisons de principe. Bon, et là, depuis que je suis entré au ZIS de Guadeloupe, j'ai été régulièrement élu, que ce soit dans les CAP, les commissions paritaires, dans les CHSCT, c'est l'hygiène de la sécurité au travail. J'étais également élu au conseil d'administration du ZIS de manière régulière dans tous les instances. Et
de manière régulière aussi, bon, j'ai appris à lire les textes, à découvrir cette autre forme du syndicalisme, c'est-à-dire que il ne suffit pas de revendiquer, il faut savoir interpréter les textes, il faut savoir analyser les choses. Et comme je suis pour la justice, en fait, donc forcément, avoir la justice pour tout le monde, en fait. Mais être tout au moins, essayer d'être juste. Et ce n'est pas évident pour tout le monde, c'est pas évident à faire. D'autant plus que même dans le combat, je suis dans l'incapacité de me défendre moi-même, d'accord. Et c'est ce qui est quand même compliqué. Donc, je défends les autres sans pour que cela je sois moi-même au centre des discussions, sans que je puisse me défendre moi-même. Et ça m'a quand même prévalu quelques difficultés, il faut dire ça, parce que lorsqu'on est militant, il faut savoir que on ne parle pas de soi, mais c'est des sacrifices. Sacrifices que même soit pour mes parents, que ce soit pour mon entourage, que ce soit pour moi-même, ma carrière, où on est toujours mis à l'index, on est toujours brimé, on est toujours entre guillemets blâmé, parce que bon, on est le dernier de servi, on essaie par tous les moyens à vous descendre, à vous faire du mal, parce que vous gênez. Et lorsqu'on gêne, on empêche de tourner en rond, on se dit bon, t'as là, fais-nous rien, fais-nous faire épée là. Et si bien que j'ai eu des propositions vraiment incongrues, hein, où on me disait, bon, il y a possibilité que tu sois officier, il y a possibilité que machin passe au concours, comme ça tu vas te taire, tu viendras avec nous, tout ça. Des propositions de toutes sortes. J'ai même eu à subir un harcèlement à un moment donné où j'étais balouté, où je recevais des ordres un moment je suis affecté à Petit-Bourg, un moment je suis affecté à Mornalo, un autre moment je suis affecté à Pointe-à-Pitre. On peut être dégoûté un peu. Oui, tout à fait. J'ai subi ça de manière très difficilement. J'avais même pu dire à cette époque-là pour de 18 kilos parce qu'à un moment donné, on ne sait pas comment s'y faire. Ajouté à cela avec notre chef de centre qui était très, très hargneux, qui voulait à tout prix ma peau, on fait dans ça comme ça. Mais ce sont des choix, on fait ces choix-là. Et puis, j'ai jamais eu peur en fait. Et c'est parce que j'ai pas peur en fait qu'on n'a pas d'emprisonnement. Ok, bon, je peux vous dire ça pour la petite anecdote. Hein. Je milite pour les galons des camarades, je milite pour les échelons, pour leur carrière, tout ça. Et moi-même, je ne porte pas de galons. C'est pour vous dire comment je suis, alors que c'est une obligation pour moi de porter mes galons. Mais moi, je n'en porte pas parce que je ne veux pas être assimilé à une certaine catégorie de personnes. Je veux être celui qui est abordable, celui qui reste simple, qui est humainement simple, mais aussi en toute humilité. Donc, pas de distinction entre nous. Et je peux être abordé par un officier, par un personnel administratif, par un sapeur, quel qu'il soit, un sapeur volontaire. Je reste intègre, je reste moi-même simple, parce que je crois que c'est pas le galon qui me conçoit, c'est pas le galon qui fait de moi le militant que je suis. Je suis juste, je vous dirais entre guillemets, un missionnaire, quelqu'un de passage sur terre, et qui essaie au mieux d'aider son prochain. Alors, c'est pas toujours bien vu, parce que lorsqu'on parle de justice, ça va des fois très loin, ça peut être par un simple rappel à la loi, ça peut être aussi par un simple écrit, un simple échange, mais ça finit des fois par au tribunal. Tant que si bien qu'il y a des collègues que par l'intermédiaire du syndicat, pour une question de justice, on s'est vu obligé d'être jeté au tribunal administratif, de porter au tribunal administratif une contestation que nous n'étions pas d'accord parce que pour nous, ça nous semble injuste. Okay? Il n'est pas question pour nous qu'on puisse laisser l'administration nommer peut-être une personne qui serait officier, et alors qu'il y a d'autres personnes en souffrance. On oublie qu'il y a les autres. Donc, sur cette base-là, Dieu sait combien, lorsqu'on est prêt à favoriser l'ami, le petit camarade de la même catégorie, combien l'administration peut laisser des erreurs. Donc, nous sommes là pour rétablir cette justice-là autant que possible. C'est pas trop possible. Et lorsqu'on le fait, il faut savoir aussi que par moments, on crée des souffrances aussi, on crée des incompréhensions. Mais nous sommes pour l'intérêt général. On se dit, ça peut être bon pour l'autre et pas bon pour nous. Donc, forcément, on est toujours sous cette rhétorique-là. Voilà, on se donne les moyens en fait, on donne les moyens pour réussir notre mission, c'est-à-dire de satisfaire le plus grand nombre dans l'intérêt général. Et l'administration ne comprend pas toujours parce que, je sais pas, on peut attaquer un arrêté
pour un vice de forme, parce que l'arrêté est rétroactive, mais ça peut être quelques jours. Mais on oublie quelque part, il y a d'autres qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir sur l'arrêté, qui ont été nommés 3-4 ans après, alors que parce qu'on a des liens d'amitié avec un tel ou un tel, on le nomme tout de suite. Alors que le collègue et le camarade qui est en souffrance depuis des années, on ne l'a jamais nommé. Alors, on le nomme tout de suite et le collègue à côté lui est nommé carrément au 31 décembre. Alors à partir du 1er janvier, on est machin, on peut être nommé, lorsqu'on répond aux critères de nomination, dès le 1er janvier de l'année en cours, on peut être promouvable. Alors que d'autres, on peut promouvable alors que ça se fait en fin d'année, donc on perd une année, alors que l'autre qui vient d'être nommé a tout de suite son galon, a tout de suite son arrêté. Donc on est là pour cette justice-là. Tout au moins je me bats pour cette justice-là, pour cette justesse surtout, et qu'on puisse nous respecter en tant que tel. Alors, l'autre aspect aussi que je veux dévoiler, je suis aussi père, donc j'ai une fille aujourd'hui, je félicite, je profite de ton micro, entre guillemets, de ton antenne pour la féliciter. Elle a été admise au bac avec mention, donc je suis... mention, félicitations à elle. C'est ma fierté. C'est quoi son prénom? Luan. Luan, félicitations Luan. Alors du coup c'est aussi un combat, mais pourquoi ce combat? Parce que depuis la petite section, je suis aussi à ses côtés, je suis parent d'élèves dans des comités, maintenant je suis à la FAPEG depuis le collège, je suis le président de la FAPEG Pontigo depuis plus de 3 ans. Là je dois penser à transmettre le flambeau et c'est beaucoup de combats, beaucoup de combats acharnés, beaucoup de travail. Oui, ça fait beaucoup de responsabilités. Il y a un combat qu'on a mené avec les parents d'élèves parce qu'ils ont toujours été à côté de moi, on a été solidaires. Je ne vais pas les nommer pour ne pas les oublier, mais aujourd'hui, il y a Marie-Mosine, il y a Cynthia, il y a Ricardone Carole, il y a Virag, il y a Chikate, mon père Lydia, il y a l'autre, il y a Thier, il y a beaucoup de personnes qui cheminent à côté. C'est pas la même association que M. Tessier, non? Non, là nous sommes là, c'est la FAPEG. Et il y a beaucoup de parents qui aujourd'hui qui m'accompagnent, on a réussi un peu à réconcilier ou à ramener les parents au sein de l'établissement au lycée pour pouvoir assister au conseil de classe. Parce que tout simplement, lorsque les enfants entrent au collège, il y a des parents, au primaire il y a des parents, mais lorsque les enfants commencent à entrer au lycée, les parents commencent à se délaisser, cet aspect des conseils de classe. Et c'est peut-être si bien qu'il y a des fois beaucoup de, entre guillemets, d'injustices, beaucoup de choses qui se produisent et que les parents ne sont pas informés. Pas plus qu'aujourd'hui, en fait, j'ai eu à défendre un enfant qui s'est trouvé subitement sur Bainbridge, alors que ses parents ne savaient même pas qu'il était sur Bainbridge, alors qu'on l'avait sorti du lycée. Bon, donc, mais il faut écouter la souffrance des parents, mais il faut aussi les inciter à prendre part activement au développement de leur enfant, parce que pour nous, c'est un gage de réussite. Lorsqu'on est parent, tout au long d'une vie, jusqu'à la mort en fait. Ouais. Donc être parent, ça s'apprend pas, mais ça s'improvise pas non plus. Donc il faut aller de la base jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, même lorsque l'enfant arrive à avoir son bac, c'est encore le parent de s'impliquer parce que sinon l'enfant peut se sortir seul et à un moment ne pas pouvoir arriver au bout de ses objectifs, au bout de son choix. Donc je suis aussi dans toutes les instances au niveau de la FAPEG, du conseil d'administration du lycée, au niveau du conseil de discipline, au niveau de également de la commission permanente. Donc c'est beaucoup en fait d'activités, mais pour moi ça se passe bien parce que tout simplement je ne suis pas omniscient, je suis entouré de personnes compétentes, je suis entouré de quelques parents déterminés, de quelques parents investis. Alors du coup, je me trouve comme un président certes, mais un président plus dans la médiation, puis dans la coordination. Et puis honnêtement, j'ai de bons et de beaux parents d'élèves qui sont investis tout comme moi dans la mission et qui le font bien en fait. Et là, je tenais aussi à les féliciter tout au moins pour les trois années qu'on a passées ensemble. On a mené un bon combat, c'était pour obliger à la région de donner des manuels scolaires au lycée de Petit-Bourg, parce que c'était encore en retard. C'était long, c'était des blocages, on a même pu des PV pour ça, pour une opération escargot au niveau de Montebello. D'accord. Et si bien qu'aujourd'hui, les enfants ont leur manuel, les livres sont commandés à temps. La région a joué le jeu. Elle a joué le jeu, bon, ça remonte déjà 2 ans, mais c'était un beau combat, et c'est aussi ça. Et on parle de décrochage scolaire, on parle de beaucoup de choses, mais il faut qu'au moins que les parents le sachent, parce que lorsque les personnes qui sont comme nous, qui sont au sein du conseil de classe,
parce que nous ne sommes pas informés, c'est tout compliqué de pouvoir gérer cette affaire-là, de pouvoir apporter une contribution pour aider le parent, aider aussi l'enfant. C'est important. Au niveau du collectif, c'est vrai que c'est là qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, on est sur le Bic Résistance. Vous voyez, à côté de la rue, c'est ici que les résistants, effectivement, sont là, effectivement, tous les jours, 24 heures sur 24. Donc, on t'a senti, effectivement, très impliqué. Tu étais à tout moment. Des fois, tu sortais du travail. Tu sortais du travail juste et tu venais tout de suite, effectivement, voir ce qui se passait, même à Perrin aussi, à Perrin, ou dans ta caserne où c'était bloqué depuis le mois de novembre. On t'a toujours senti très impliqué. Donc tu fais partie aussi du collectif des organisations en lutte. Donc est-ce que tu fais partie de ce collectif au début ou tu as intégré en cours de route? Alors, on a intégré ce collectif-là, c'est même on le fait défaut, le 31 juillet 2021, où les soins étaient déjà en grève, mais où ils avaient, en fait, ça n'avait pas encore pris telle tournure. Et le 31 juillet, on a intégré le collectif. Donc, depuis le 17 juillet, nous étions au collectif parce qu'on était au sein du collectif, on a commencé à marcher. Le 31 juillet, on a marqué notre positionnement en nous mobilisant physiquement à Basse-Terre. Et tant aussi bien qu'on a essuyé aussi le mépris, entre guillemets, entre guillemets, le mépris de M. Roland Poney. Il a traité de Totomaco, de fanatique. Alors qui est M. Roland Poney, pour ceux qui ne connaissent pas? M. Roland Poney, qui est journaliste de Guadeloupe Première, aujourd'hui, qui s'émeut comment dire ça, qu'on ait pris une disciplinaire à son encontre. Je respecte ça parce que bon, la liberté d'expression doit rester quand même quelque chose d'universellement acquis. Malheureusement pour nous, il n'a pas compris ça comme ça parce que nous parle de liberté également. Et il a été très critique, il a été très méchant avec nous. Et aujourd'hui, il goûte en fait en quelque sorte à ce retour de flamme où il doit pouvoir se dire que peut-être comprendre ce que nous vivons, d'accord, pour notre liberté, et peut-être que ça lui fera peut-être réfléchir, parce que même si on est journaliste, on a la possibilité de dire tout et n'importe quoi, il faut toujours avoir quand même un minimum de respect face au combat des autres, parce que c'est pas une chose évidente de pouvoir militer, et surtout lorsque ce combat concerne le peuple, concerne le monde en fait. Okay? Et si nous sommes aujourd'hui arrivés à cet instant-là, à cette notion de combat, c'est dire comment il est essentiel et nécessaire pour nous de vraiment de croire en cette liberté, parce que lorsqu'on voit aujourd'hui autant de dégâts que cause la vaccination, Dieu merci, il y a des personnes qui sont vaccinées, ça se passe bien pour autant, mais on doit pouvoir laisser la liberté aux gens de choisir ce qu'ils désirent pour leur corps. Surtout que la loi même le dit. Hein. Et surtout aussi, on se trouve confronté à une notion aussi délicate, parce que cette obligation vaccinale aujourd'hui met en difficulté même nos enfants. Okay? L'enfant qui ne serait pas vacciné ne pourra pas accéder à l'école qu'il a souhaité. Donc c'est quelque chose de très mortifère, mais en même temps très criminel de la part de l'État français, et qui aujourd'hui nous oblige malgré nous à appliquer cette obligation, alors que nous avons d'autres choix. Nous avons fait un autre choix, le choix de ne pas se faire vacciner, mais celui de respecter le choix de chacun et de faire traiter autrement. Malheureusement, M. Poney n'avait pas compris de cette oreille-là. Pour lui, étant donné peut-être quelqu'un de très éclairé, donc c'est permis de faire l'apologie de la vaccination, comme M. Lurel d'ailleurs. Hein. Donc, et pour eux, ces personnes ne comprennent pas notre choix, parce que pour eux, la liberté se limite à une vaccination, et ils ne se disent pas que si aujourd'hui on se vaccine, demain matin ce sera autre chose. J'avais pas envie de dire, je reviens sur ça parce que ça fait le tour du monde, et je me disais qu'à un moment donné, pour notre liberté, on va nous obliger à faire tout n'importe quoi, et nous sommes même capables d'être sodomisés pour pouvoir être libres. Et aujourd'hui, effectivement, par extension, c'est à peu près ce qu'on nous fait, c'est-à-dire qu'on nous oblige de force à faire des choix que l'on ne souhaite pas. Mais comme on sait tellement notre liberté, donc certains sont capables de tout faire tout n'importe quoi. Alors, ce que je vais dire aussi à tes téléspectateurs, à tes auditeurs, je vais leur dire que même si on aurait fait le choix de se faire injecter, une dose, 2 doses, 3 doses, mais il faut se dire que cet abonnement vaccinal
finira par nous faire du mal parce que notre corps n'est pas adapté à autant de doses. Exact. Et lorsque des études en Angleterre montrent qu'au fur et à mesure de la vaccination, on se rend compte qu'on perd son système immunitaire, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Et je demande aussi à tous nos députés, à des députés de la nation française, de prêter attention à ce que disent les autres, à ce que vivent leur peuple réellement. Des milliers de personnes, des millions de personnes aujourd'hui qui sont injectées, mais qui sont malades dans leur peau, malades dans leur tête, malades dans leur chair, et qui aujourd'hui périssent et sont estropiés par ces injections. On leur dit de faire attention et de laisser le peuple choisir, et qu'il serait temps quand même qu'on puisse sortir de cette législation vaccinale et qu'on laisse vivre la population, le peuple comme il entend, sans pour cela être dans cette obligation permanente en fait. Okay? Alors, au sein du collectif, effectivement, on a intégré le collectif, mais lorsqu'on intègre le collectif, ça implique aussi une responsabilité à tous les instants en fait. Et une responsabilité parce que bon, on ne va pas oublier qu'il y a eu des barrages, il y a eu aussi des incidents, il y a eu aussi beaucoup de choses, mais ça c'est pas le travail de la lutte. Mais faire de la lutte, c'est aussi de se dire aussi, on a des camarades aujourd'hui, je pense à Rodrigue Jean-Qui, je pense à Roussas François, je pense à Hildevert, je pense aussi à Barbeau Jean-Daniel, je pense à Mélina, okay? Oui. Je pense à Mercury Jean-Marc, je pense à toutes ces personnes, tous ces camarades, ces collègues aujourd'hui, qui sont privés d'activités pompiers, quoique les choses commencent à s'assassiner un petit peu, pas de réintégration et tout comme ça, pour pouvoir, ça commence à s'assassiner. Mais il y a tu as pu quand même, tu t'es battu aussi pour qu'ils puissent au moins conserver leur salaire. Oui, tout à fait, c'est-à-dire c'est des actions, faut taper du poing sur la table, respecter leurs droits, mais finalement on a comme des collègues volontaires qui n'ont pas le même statut et qui aujourd'hui sont pénalisés dans leur activité. Et il faut dire aussi à tes auditeurs que la situation sociale est tellement compliquée, mais depuis des années, qu'on a des collègues volontaires qui font que ça comme activité. Et c'est comme ça, ils paient leur retraite, leur loyer, leur voiture, tout ça, qui nourrissent leurs enfants. Ils font que du volontariat. Donc c'est une perte considérable pour eux. Donc pour nous, il est plus que important, plus qu'urgent de pouvoir les rétablir dans leurs droits. D'autant plus qu'il n'y a pas de preuves, ils n'étaient pas présents sur les lieux, on n'a rien sur eux, okay, mais pourtant, comme ils ont l'image de pompiers, donc ils paient pour être des militants en fait, on va dire ça. Et aujourd'hui, je reviens à M. Bonnet, mes camarades, mes collègues en fait sont privés d'activité parce qu'ils estiment qu'ils ont terni l'image de justice. D'accord ? Et lui aussi, sur Facebook, l'institution de Guadeloupe a décidé que par ses propos, par sa position, alors qu'il a la liberté logiquement de le faire, il a terni l'image de la première. Donc, nous sommes dans la même logique en fait. Dès lors qu'on estime que pour des raisons complètement galvaudées, des raisons de bas étage, on estime que pour une histoire d'image, qu'on a sali l'image, qu'on a terni l'image de l'institution, forcément, on fait payer les camarades, on fait payer le citoyen parce que tout simplement il n'a pas respecté une sorte de charte une charte d'omerta en fait, parce qu'on faut dire ça. Lorsqu'on est dans une forme d'institution, on n'a pas le droit alors qu'on est libre. Donc on est peut-être libre, mais surtout, ce que je retiens, on est surtout dans une liberté encadrée et qui est devenue de plus en plus encadrée et qui est justement apposée à cette notion de contrainte en fait. Donc, une liberté toujours sous contrainte, forcément plus de contraintes, forcément la liberté n'existe pratiquement plus. Okay. Alors, c'est vrai, c'est pas facile, ça n'a pas été facile. Alors, pour la petite anecdote, on a été l'un des bastions avec la République de Périn, des camarades, des jeunes que j'ai vus à l'ouvrage, que j'ai côtoyé de près. Je t'ai vu aussi amener des vivres pour eux aussi. Qui mangeaient sur Quand j'étais là-bas, tu amenais des sandwichs et tout. Mais ça veut dire aussi que ça démontre une grosse problématique en fait. Ça veut dire aussi que on a une population qui est en souffrance, qui est en désirance et qui très jeune aussi. Très jeune et qui ne mange pas leur faim. D'accord ? J'ai vu des jeunes de 8-10 ans qui étaient là. Et qui sont barbardés de diplômes, bien souvent, qui ont un esprit critique, qui ont un esprit d'analyse hors du commun et qui sont très, très avertis, très aguerris sur bien des sujets, malheureusement qui ne retrouvent pas leur place. Et quand on fait les assises de la jeunesse, qu'on a vu faire un grand pompe ici, et qu'on a dit que ça se déciderait à 8000 km de la Guadeloupe, lorsqu'on donne
en deux nuits, en 3 jours, mais en deux nuits à 3 millions d'euros à Marseille, et que nous, on nous limite à juste à, comment dire ça, aux assises de la jeunesse, hein, et qui va se décider à l'Elysée, en France, et jusqu'à présent on attend le retour, il n'y a aucun retour, et la situation n'a pas changé. Okay, et il est compliqué parce qu'il faut que la population comprenne que mon militantisme va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour vous dire que lorsqu'on a une analyse du territoire, on ne peut pas laisser notre jeunesse dans cette situation. Je prends des exemples simples. Lorsqu'on sort de France hexagonale, celui qui arrive aujourd'hui le samedi travaille le lundi matin. Ça veut dire qu'il y a possibilité. Donc on se fait petit peu à petit remplacer et on ne le comprend pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sincèrement, que j'en veux énormément à nos politiques. Parce que lorsque, petit à petit, on accepte cette façon, on dit ça, de démanteler le système public, de démanteler l'hôpital, de démanteler toutes les structures sociales et associatives qui composent le tissu économique et vraiment social de ce pays, par qui on les remplace. Lorsqu'on perd des médecins, lorsqu'on perd des infirmières, on perd des aides-soignants, d'accord, et on voit d'autres personnes arriver ici pour prendre la place des Guadeloupéens. La place des Guadeloupéens, des personnes dont les familles ont sacrifié, ont trié pour ça jusque-là, et à l'instar d'un vaccin, et parce qu'ils ne seraient pas à jour, ils sont devenus subitement incompétents. Alors que jusqu'à ce jour, la Covid continue, la Covid se perpétue, il y a une changé sur le public. Donc, si lorsqu'on est en politique, on n'a pas la vision de ce territoire, on n'a pas la vision de la façon que ça sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on se contente de faire de la politique la petite semaine, on se contente de monter à l'Assemblée nationale pour juste faire le coup, pour juste faire des défilés de mode. À un moment donné, on se dit, on n'a rien compris en fait. On est un petit territoire et aujourd'hui, quand on le veut ou non, la fonction publique en fait a toujours brassé du monde et sa fonction publique a permis que le tissu économique de la Guadeloupe puisse se développer. Okay? Et lorsqu'on condamne autant de parents, autant de pères et de mères de famille qui ont des enfants qui font des études et qui ne peuvent aujourd'hui pas répondre à leurs obligations, ça veut dire que volontairement, en tant que responsable politique, on a laissé la Guadeloupe mourir en fait. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on puisse reprendre nos destinées en main, il est temps qu'on revoie la politique du territoire, il est temps aussi qu'on puisse mettre à la tête du pays des gens qui nous ressemblent. Parce que Gama dit souvent, il y a quoi sans nous, mais pas nous. D'accord. Et cette notion-là, je l'ai vraiment intégrée. Il y a quoi sans nous, mais pas nous. Donc c'est peut-être pour ça que tu as justement, on va entrer dans une phase politique, où depuis qu'on s'était rencontrés au départ, tu m'avais déjà dit, oui, mais je suis dans le militantisme, mais je suis aussi un élu. Et aussi, alors explique-nous un peu ton engagement aussi politique, parce que tu mènes aussi une action politique, alors que des fois on voit que dans le militantisme, la plupart des militants disent que c'est soit le militantisme, soit la politique. Moi je n'ai pas cette vision, moi je peux dire ça de manière très à l'aise, hein, très alerte aussi. Au sein du collectif, nous sommes apolitiques, donc on ne parle pas de politique. Monsieur Domota, Élie, je dis monsieur Élie a sa vision, Gama a sa vision politique dans le territoire. Moi je ne suis pas là pour dire au peuple guadeloupéen de ne pas les voter. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on devient autonome, quand on est indépendant, ça ne se fera pas par un Big Bang. Ça ne se fera pas par un Big Bang, ça ne se fera pas par une tuerie. Ça se fera bien par une décision, par un vote qu'on aurait pris notre destinée en main. Donc forcément, je crois qu'il faut réconcilier justement les Guadeloupéens à la chose politique pour que les Guadeloupéens apprennent à prendre leurs responsabilités. Et c'est important. Et moi, je dis que je pense politique, je vis politique parce que toute notre vie est encadrée et guidée par la politique. Okay? Où je suis assis ce soir-là, c'est la politique en fait. Donc, sinon, le parking, c'était une question politique. D'accord. Les palettes où je suis assis, ça a été une politique du collectif de le mettre là. D'accord, on ne peut le mettre autre part. Donc, ils ont décidé de manière politique de mettre les palettes là. L'hôpital est politique, tout ce qu'on fait de la vie, l'école est politique, le combat est politique. Si aujourd'hui la Cour des comptes tue, c'est politique, la décision était politique. D'accord. Si aujourd'hui qu'on n'a pas de robinet, c'est politique parce qu'on n'a pas pris de responsabilité, et les politiques n'ont pas pris de responsabilité. Si ça fonctionne après, ça sera encore politique. Okay? Donc, notre vie est politique. Donc, pour moi, je ne débute pas en politique, ça fait des années que je suis un homme engagé. La politique, c'est s'intéresser de la vie de la cité. Donc, ça fait un moment que je suis dans le militantisme, aussi politique. Et j'ai participé à
aux élections avec mon camarade et ami, mon frère, mon mentor, Amédée Suzin, aussi Daniel Eugène, tous ces personnes-là, Nicole Erdan, des personnes qui pour moi ont été quelque sorte des guides pour moi, des mentors, des guides, mais qui aussi sont aussi là pour nous dire qu'on peut aussi chercher à améliorer le quotidien. Par notre action, par notre posture, par notre position, par notre probité, par notre honnêteté, par notre engagement tout court. Okay? Mais c'est important qu'on revienne dessus. Et il y a quelques années aussi, bon, par ce côté humaniste et social, c'est pourquoi je me suis retrouvé en fait un quartier socialiste en fait. Parce que je crois dans le socialisme humaniste. Je ne parle pas du socialisme en termes politiques, où on a une étiquette socialiste. Et j'ai été aussi fasciné à un moment donné par le discours, par l'instruction, par l'intelligence de M. Lurel, et qui vraiment à un moment donné m'a fasciné par ses propos, par sa vision. Aujourd'hui, il a changé. C'est vrai qu'intellectuellement, il est brillant. Il est brillant. Il est brillant parce qu'il n'est pas mort et c'est à tout à son honneur. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il a changé de paradigme en fait, et sa vision ne correspond plus à la vision de Geoffroy. Alors, est-ce que ce sont les raisons de la colère? Est-ce que c'est aussi la violence de la vie qui fait qu'aujourd'hui on change? On voit ça. Est-ce que c'est la réussite? Parce qu'on voit beaucoup de politiques, comme par exemple le maire du Gosier, avant qui faisait partie des Incorruptibles et qui était très apprécié pour les combats qu'il menait, mais une fois que la plupart des politiques réussissent, ils arrivent au pouvoir, ben ils font à la lettre ce que leur dit le gouvernement. C'est un peu le message que M. Demotte a dit. Donc, est-ce que tu te dis que si on m'élu, je suis élu à une haute fonction, je ne serai pas dans l'obligation de suivre ce que l'État me dit et justement je vais me mettre à dos ma population? Non, mais c'est une posture. C'est une posture. Moi, je fais un parallèle avec mon métier. On a des collègues qui sont des sapeurs, des caporaux, des sergents, même des adjudants. Ils sont hommes du rang, d'accord, et ils passent un concours d'officier. Et une fois qu'ils deviennent officiers, ils changent de posture carrément, ils deviennent des personnes par moments complètement à côté, des personnes égoïstes, des personnes aussi qui subitement ont acheté une conduite alors qu'ils étaient super appréciés de leur temps où ils étaient hommes du rang. Qu'est-ce qui change? Moi, je pense qu'un homme change à condition qu'il soit déjà façonnable, d'accord? On est dans un esprit que si tu changes en tant qu'officier, c'est-à-dire que tu avais des prédispositions à changer. Parce que sinon, on peut rester authentique. Je ne dis pas qu'on n'a pas plus d'obligation, plus de responsabilité, mais ça n'empêche que certains vont à ce qu'on appelle l'école d'officier, ils reviennent eux-mêmes, ils n'ont pas changé. D'autres profitent pour affiner leur posture qu'ils avaient déjà en eux-mêmes. D'accord. Le politicien qui change. Moi, j'avais pour preuve monsieur Nilor m'a enseigné. J'ai pour preuve c'est un Josselin, c'est quoi, le maire du Beaumont. Oui. J'ai pour preuve aussi le député, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il est encore, en Guyane. Pourtant, ces personnes-là savent très bien que... Le président. Et pourtant, ces personnes savent très bien, en fait, qu'ils ont une casquette de député, de président, qui sont censés faire la couberte ou bien courber les chines face au pouvoir autoritaire, au pouvoir de l'État français. Pourtant, ils gardent leur authenticité, ils restent à côté de leur peuple. Qu'est-ce qui a empêché que nos Guadeloupéens et nos politiciens puissent, dès le départ, puissent se rendre sur le but? Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on change un point tel que M. Lurel, qui accompagne Mme Hidalgo au CHU de son passage pour les élections présidentielles, passe voir M. Cotellan et ne s'arrête même pas pour saluer les personnes sur le but? Qu'est-ce qui fait qu'on peut changer, passer de la lumière à l'ombre comme ça, alors que ces mêmes personnes qui vous ont fait roi, ce sont les mêmes personnes aussi qui vous détestent à la fin. Vous êtes tellement imbu, vous êtes tellement au-dessus, tellement hors sol qu'à un moment donné, les personnes qui vous ont mis là ne vous reconnaissent plus. C'est quoi? C'est un problème d'ego? Non, je crois qu'il faut être en capacité de faire des choix raisonnés et porter la couleur de la Guadeloupe. Moi, je me suis dit, moi, si j'allais aux élections de députés, c'est pour porter que la Guadeloupe, notre façon de voir les choses.
on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas m'entendre, mais je regarde ma posture. Mais si à chaque fois que je viens à l'Assemblée nationale, je fais une proposition de loi pour améliorer le conseil de mes concitoyens, je fais une intervention, tout ce qu'on passe, je vote. Et j'ai un discours complètement à côté. Lorsque je suis avec le peuple, je fais comprendre que je suis avec eux. Quand je suis à l'Assemblée nationale, je vote avec les personnes qui sont contre eux. Donc, ça devient comme quelque chose d'incompréhensible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont un rapport avec la politique complètement classé, entre guillemets. Ils ne veulent pas plus entendre parler de la politique. Pourquoi? Tout simplement, ils ne se retrouvent plus. Parce que la parole politique n'a plus de sens, en fait, n'a plus de valeur. D'autant plus lorsqu'on voit les personnes qui montent et qui descendent et qui ne peuvent pas se positionner sur une position claire qui aurait pour objet de défendre le peuple, on a du mal à se dire que la politique ne change pas les gens. Okay? En gros, tu dis effectivement, c'est ceux qui ont fait effectivement sont venus contre le peuple arrivé au pouvoir, c'est que c'était une stratégie effectivement de faire croire au peuple, comme tu disais que M. Gama dit, il y a fait qu'on nous, il y a sans nous, il y a pas nous, ce qui veut dire que depuis le départ, il y a pas été qu'on nous, mais il y a fait qu'on si c'est nous et arrive au pouvoir, il change. Donc tu crois formellement que quelqu'un qui part avec de bonnes intentions réellement reste pareil, arrive au pouvoir? Oui, alors il faut garder son authenticité, ou tout au moins montrer sa volonté de pouvoir rester chevillé au corps à côté de son peuple, le peuple qui nous met au pouvoir. Mais il faut aussi, moi je reste très lucide. Hein. Je sais que c'est pas facile. Je ne dis pas que un homme politique qui arrive au pouvoir n'a pas au départ une volonté saine, n'a pas de bonnes intentions, n'est pas animé de bonnes intentions, n'est pas comment dire ça, ne porte pas l'amour de son peuple. Je pense pas. Mais tu dis qu'il met l'argent, la réussite politique en priorité. Je ne vais pas m'avancer sur ça non plus, parce que pour moi c'est tout réducteur. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas animés de bonnes intentions, je ne dis pas qu'ils n'ont pas la volonté de faire. Sauf que le système est tellement fait de cette manière que forcément ils sont obligés à un moment donné de s'adapter au système. Donc ça veut dire le système veut dire que faire ce qu'on vous demande de faire. Mais ce que je le reproche, c'est de trop facilement de tomber dans ces facilités et ne plus défendre leur idéologie, leur philosophie, leur conception, leur vision pour leur territoire. Okay? Et là, ça donne l'impression clairement que lorsqu'ils sont élus, forcément, ils sont pour leur argent. Okay? Donc, ça crée des tensions, ça crée des dissensions, mais ça crée aussi des distorsions entre le politique, d'accord, entre sa conception originelle et le peuple qui ne comprend plus rien à ces belles paroles qu'autrefois qu'il proclamait ou qu'il prodiguait. Alors, tu as deux cartes qui sont très fortes de ta personnalité. C'est le côté humaniste militant et le côté politique. Alors, est-ce que tu peux nous donner une personne qui t'a inspiré au départ dans le militantisme et tu te dis, même si ça a fonctionné bien, cette épée a été fait comme ici, et quelqu'un aussi qui t'a inspiré dans la politique et tu te dis, même ici, on a senti que fait un bon bitin, je sais pas. Donc, est-ce que tu as une personne de chaque parti qui t'ont inspiré? Alors, déjà, mettre le curseur au départ. Okay? Si aujourd'hui je suis en quelque sorte celui que je suis, il faut qu'on soit complètement sur la même longueur d'onde. Je suis passé par la bonne école, hein. Je suis passé par le Rexilial. Le Rexilial qui est un club qui est toujours en activité mais qui ne fonctionne pas, parce qu'on a fait du Rexilial de l'Intrépide la Roger. Donc c'est la Roger qui représente ces deux entités. Mais j'ai eu la chance en fait dans ma jeunesse, parce que sinon je vois que j'aurais mal tourné, on peut dire ça, parce que j'étais très habitant. Et ma mère me disait à l'époque, en qui mettons ces gens Bosco pour oui, tout ça. Mais j'ai eu des personnes en fait qui ont. Révélation. Ah, mais j'étais embêtant, je dis ça, j'étais embêtant. J'ai eu des personnes qui ont su m'encadrer, qui ont su me donner cette volonté de me redresser entre guillemets. Ça m'a permis de faire des études aussi, hein, tout ça, parce que j'étais bien encadré. Pourquoi? Et parce que simplement ces personnes étaient présentes. Et je parlais de Suzanne Amédée, je parlais de Jean-Luc Bibrac, je parlais de Jacques Rison, de Serge Edmond, d'accord? C'est des personnes en fait qui ont su nous encadrer, qui ont formé la jeunesse goubérienne et qui nous ont donné, parce que c'était du militantisme en fait. À cette époque-là, faire fonctionner un club de football avec autant d'enfants, sans moyens, donc c'était pas pareil, mais les choses ont beaucoup évolué depuis, mais c'était compliqué en fait. Et
le côté politique aussi, il faut dire que j'ai beaucoup apprécié, j'ai des hommes politiques que j'ai lu le livre de Mitterrand, j'ai lu beaucoup de livres de politiciens. Sarkozy qui n'est pas ma tasse de thé, mais j'ai lu aussi à lire. Mais il y a aussi d'autres aspects de la politique qui m'a toujours plu, c'est prendre part à la vie de mon pays. Et je me dis souvent que politiquement, quand je me réveille le matin, je ne me demande pas ce que mon pays peut faire pour moi, mais ce que moi je peux apporter à mon pays. D'accord. Et cette fois, ce n'est pas de moi, mais c'est pour dire ça. Et j'ai eu aussi à lire Karl Marx, j'ai eu aussi à lire les Jean Jaurès et compagnie, beaucoup d'ouvrages. J'ai lu aussi les pupilles de Che Guevara. Donc, des fois, mais aussi, il y a des personnes qui m'ont séduit dans leur façon de approche. Et c'est le cas de Mota aussi, il faut dire ça. L'homme est peut-être pas apprécié dans sa grandeur. Il est super charismatique. Mais il y a de bonnes choses à prendre aussi, d'accord. Mais il ne faut pas de tout prendre parce que nous aussi, on doit pouvoir forger notre caractère, forger notre opinion. Il faut qu'on prenne un peu de tout, un peu de chaque, dans chaque personne et tirer la meilleure personne de nous-mêmes. Et c'est important. Et aujourd'hui, je suis... Tel qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui t'écoutent et c'est pour ça qu'on pose des questions comme ça leur permet à eux qui écoutent d'être inspirés par ce que tu vas dire aussi. Oui, mais c'est important. Moi quand je vois le militantisme de Gaby Clavier, qui est quelqu'un qui est empirique, quelqu'un qui a de l'amour pour son travail, moi, honnêtement, je tente tout au moins, d'accord. Je ne veux pas dire que je vais réussir, ni que c'est la bonne voie, ni si j'ai eu raison de le faire, de sacrifier tant de choses, mais je suis comme assez heureux de voir que je prends part à mon petit niveau à la fabrication, je dis à la fabrication, le mot n'est pas prié, mais je dis vraiment à la fabrication de mon pays, d'accord. Là, je suis aussi un intervenant avec une casquette entre guillemets de professeur par le biais de mon travail, sapeur-pompier. Je suis intervenant de mon AE depuis plus de 13 ans aujourd'hui, d'accord, avec un véritable amour pour notre jeunesse, où je forme la jeunesse, je prends part à la jeunesse. Donc je me dis souvent que je suis quelqu'un, je suscite des vocations et je crée de la passion. Parce que je dis que lorsqu'on est passionné, on peut faire de belles choses. Moi, je fais un métier que j'aime, je suis passionné de mon métier, d'accord. Et je crée cette vocation parce que être pompier, c'est avoir une vocation, être médecin, c'est une vocation. Après, la vocation existe, mais après, comment créer la passion pour conserver la vocation. Donc, on peut avoir une vocation, mais si on n'est pas passionné de son métier, on n'est pas passionné de ce qu'on fait, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, tu as une vocation de journaliste, mais tu as cette passion sur le porter l'information. Oui. Mais c'est cette passion-là qui nourrit ta vocation, en fait. Exactement. Okay? Donc, que soit médecin, qu'on soit cordonnier, qu'on soit avocat, qu'on soit mécanicien, on a une vocation, on est habilité, on a des affinités, on a des intérêts, on a une affinité avec une matière, avec une activité. Ça, ce qui suscite effectivement, ce qui encourage des sacrifices. Voilà, mais si, et puis une fois qu'on a la passion, il y a des choses découlent d'elles-mêmes en fait. Et c'est ce qui m'arrive, moi j'ai là pendant mon métier, et j'ai la passion de transmettre aussi. Exact. Et j'ai trouvé des personnes pour transmettre leur amour pour moi, l'amour de la jeunesse. J'ai travaillé aux insertions, j'ai été aussi un intervenant à la prison de Lumaro. Donc durant tout mon cursus en fait, avant d'être professionnel, j'ai fait pas mal de choses, mais des choses qui étaient pour rendre la scène carré plumée en fait. Et aujourd'hui pour moi, c'est une la continuité de mon cheminement, de l'extension de moi-même en fait. Okay. Mais il faut que tu saches que j'attends absolument rien de qui que ce soit. D'accord. Je mène le combat que je dois mener, je n'ai pas peur, je dis souvent je dois tomber, je tomberai. Durant les périodes intenses et fortes, les temps forts de notre combat, j'étais menacé par beaucoup de personnes. Pourtant, j'ai jamais eu peur pour autant, on me dit de faire attention. Bon, quelque part, ça suscite aussi la peur, par moment, mais lorsqu'on est sûr qu'on est on a fait le bon choix, qu'on est dans le bon chemin, qu'on est dans la vérité, et avec ma foi, ma spiritualité, parce que je suis aussi quelqu'un qui prie. Donc, il faut tout ça en fait. Il faut tout ça. Mais on entend souvent, sans te couper, excuse-moi, on entend souvent effectivement les militants dire qu'ils sont menacés. Récemment, même Madame Mtouo, qui le mois dernier a fait 1 an qu'elle est secrétaire générale de l'UGTG, disent M. Domota dit qu'il a reçu plusieurs photocopies avec des fusils, des menaces de mort.
Mais comment on peut lutter, on se pose la question, comment on peut lutter pour le peuple et effectivement ne rien attendre en retour, comme tu dis, vous n'êtes pas payé pour ça, vous donnez des heures gratuitement au peuple et ensuite être menacé comme ça. Pourtant, vous n'attaquez pas le peuple en fait. Non, mais on est tous différents en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont instrumentalisées, qui sont mécaniquement méchants, je dis ça comme ça. Bon, nous sommes tous différents. Moi, et c'est pas il faut respecter cette différence. Si on se bat contre l'obligation vaccinale, c'est parce qu'on estime que nous sommes tous différents en fait. Et il faut qu'on respecte nos différences. Alors, ceci étant dit, je ne justifie pas, ni je compatis pas à toutes ces méchancetés, à toutes ces menaces. Non, attention. Mais je dis que nous sommes tous différents. Donc on peut ne pas être d'accord ou être d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour c'est pas la raison pour pouvoir menacer les gens, pouvoir braquer les gens. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils font, mais ce n'est pas une raison de mettre ma vie en danger, pas une raison de me menacer parce que moi j'ai une famille. Moi j'ai reçu une menace de sodomie avec des gros tubes, tout ça. J'ai des menaces de fusil. J'ai pour ainsi dire mon téléphone qui est souvent sous écoute. Mais ce sont tout ça sont des instructions de notre vie privée qui nous contraignent, mais à la longue on s'habitue à tout ça. Moi sincèrement, quand je parle à mon téléphone, je n'ai rien à cacher, d'accord? Alors, si je peux parler quelque chose de plus secret, et bon, je utilise un autre canal, un autre réseau. Mais comme on est sûr qu'on a raison, qu'on est sûr qu'on est dans la vérité, on mène le combat. Je vous assure que si je devais être aussi traduit devant les tribunaux comme mes collègues, mes camarades ont été, je vais éviter. Parce que mon téléphone était sur écoute et on a cherché la faille. D'accord? Ah oui, et certainement. Il y a des choses qui ressortent dans les propos, même selon les dires de mes camarades, qui semblerait que moi aussi j'étais impliqué dans les choses. Alors que je vous assure que moi j'ai toujours gardé ma droite. Moi je vous dis que un bon leader, c'est pas quelqu'un qui tombe. Si un leader tombe, c'est tout le château quand s'effondre en fait. Donc, c'est pas vous dire qu'on ne peut pas tomber. Il est tombé. Alors, justement, moi aussi, je peux tomber à n'importe quel moment. Mais j'ai dit que. Est-ce que tu dis, justement, en disant ça, on fait une parenthèse sur les grands frères, parce que là, tu viens de dire qu'un bon leader ne tombe pas. Alors, et on a vu que la plupart des leaders, des jeunes qui encadraient les jeunes, les grands frères, sont entre guillemets tombés. Sont enfermés. Donc est-ce que c'est pas une volonté de montrer justement qu'on a enfermé vos leaders, donc calmez-vous? Non mais alors je rectifie mes propos. Un bon leader ne devrait pas tomber parce qu'en fait, quelle est la stratégie? C'est de couper la tête du roi pour que tout s'arrête en fait. J'emploie une expression souvent, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la température. Okay? Donc je lui dis qu'à un moment donné, mais sa stratégie c'est bien français. Dès lors qu'on met les leaders en prison, on les tabasse, on les menace, on les prive de liberté, c'est pourquoi? C'est pour donner l'exemple aux autres. Ouais, exact. Et ça permet de faire taire. Mais ce qu'on oublie de dire en fait, effectivement on peut faire une contestation, on peut faire des mécontentements sur des 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais quand ça reprend, c'est toujours beaucoup plus violent. Alors qu'on pourrait régler le problème à l'époque, à l'instant T. Donc c'est une stratégie en fait. Et pourquoi je dis qu'un bon leader ne peut pas tomber, c'est pas parce qu'il ne peut pas tomber, il ne devrait pas, parce que lorsqu'il tombe, c'est toute l'action qui est remise en cause. Mais malheureusement aujourd'hui, le peuple s'habitue en fait. Le peuple c'est acculturé à voir tomber des leaders et à poursuivre le combat. D'accord? Et il est tombé, mais on était là devant la police, on était là, et c'est pareil pour les autres, hein. C'est pareil pour Gabi, on les a vus tomber, il y avait tout le monde là. Après, ce qui peut être gênant, c'est que, et c'est compliqué, mais ce que je dirais peut paraître une attaque un peu personnelle, mais non, c'est-à-dire que moi, ce que je souhaiterais, c'est que cette rigueur de défense, cette rigueur de solidarité, de collectivité soit la même pour tout le monde en fait. Qu'on soit le grand frère qui soit tombé, qu'on soit le camarade pompier, le petit qui soit tombé, il faut qu'on soit dans la même rigueur, la même solidarité, la même collectivité. D'accord? Il ne faudrait pas que, parce que moi, c'est moi qui tombe, que je puisse avoir une quantification de personnes avec moi, et quand c'est notre camarade, il n'y a personne en fait. Okay? Parce que ça crée aussi des tensions, et ça remet en cause beaucoup de valeurs. Alors que ça fait partie du combat. Les personnes qui tombent, les petits qui tombent, qui se relèvent, et qui tombent avec le mal, le combat se poursuit, c'est la lutte. Mais
il faut par moment qu'on s'en sente encadré parce que ça peut porter au découragement. Mais c'est important. Alors, est-ce que tu penses justement qu'un autre politique aurait pu faire mieux que la gestion de crise de M. Macron? Parce qu'on voit effectivement sur ton t-shirt, c'est le t-shirt qui m'inspire, parce que sur le t-shirt, on voit effectivement une caricature coque vide, effectivement, qui a une forme de double sens. On voit le corps du coq. Donc, penses-tu qu'effectivement, on pense effectivement que tu n'as pas trop apprécié sa gestion de crise, mais penses-tu qu'un autre politique aurait pu faire mieux? Honnêtement, je ne vais pas te répondre, je ne sais pas, je ne pense pas, hein, mais je crois aussi en même temps. C'est-à-dire que c'est mettre les choses dans l'ordre. Dès lors que... Alors, moi, je vais peut-être loin dans mes propos. Moi, si j'étais président de la République, ce ne sera probablement jamais, j'ai la possibilité de soigner mon peuple avec des produits qui existent. Mais j'ai par la même occasion la possibilité de développer la pharmacopée de mon pays, me rendre indépendant de toutes les Big Pharma. Oh ouais. D'accord? Et ce qu'ils proposent fonctionne. D'accord? Et je vois que mon peuple meurt de la Covid, ou pourrait mourir de la Covid. Qu'est-ce que je fais? Je mets tous les moyens en place. D'accord? Et la vaccination peut être une option après. Ok? Et quand je suis informé d'autant d'effets indésirables, d'effets secondaires, je prends une décision catégorique. Mon peuple d'abord. Et là, j'ai un verset de la Bible que j'aime. Il y a un berger qui avait 100 moutons. D'accord? Il y a un mouton qui s'est garé. Il a passé la soirée à chercher le mouton. Et quand il a trouvé le mouton, d'accord, le mouton qu'il avait perdu, il était très heureux, comme s'il avait gagné au millionnaire qui a été un passeport pour une éternité. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour lui, chaque mouton compte. On a 10 euros, on perd 1 euro, on cherche l'euro, et l'euro qu'on a perdu, et l'autre on est tout aussi heureux. Ça veut dire que nous sommes tous importants, d'accord? Et pas plus que l'autre, d'accord? Pas davantage que l'autre. Mais on est tous dans notre schéma, on est tous dans notre vision des choses, dans notre vision du monde, sur le plan humanitaire, et sur le plan de l'humanité surtout. Et on se dit que si on peut sauver au moins une personne, éviter une personne qui a un effet indésirable ou éviter que d'autres personnes meurent, on doit mettre tous les moyens à disposition pour pouvoir sauver ces personnes-là. D'accord? S'il faut interdire la vaccination, on interdit. S'il faut mettre en marche notre pharmacopée comme le Zebapic, comme l'ivermectine, l'azithromycine, la chloroquine, tout ça, si ça sauve la population, il faut mettre tous ces moyens à disposition. Ça va démontrer qu'on a la volonté de sauver son peuple. Mais si on décide d'éliminer tout ça, d'empêcher aux médecins de prescrire, d'empêcher aux pharmaciens de délivrer, d'empêcher Henri Joseph de faire son Zebapic, d'empêcher aux personnes qui ont une connaissance sur la pharmacopée de vendre leurs plantes, comme ça a été le cas en Martinique. On empêche ça parce que tout simplement on veut qu'on ait une technologie vaccinale, sachant que c'est plus économique que sanitaire, ça me cause un problème. Je crois qu'avec une vision beaucoup plus humaniste, une vision beaucoup plus comment dire ça, proche du peuple, M. Macron ne devrait jamais prendre cette option. Mais comme c'est pas je suppose, parce qu'on voit comment ça fonctionne, c'est pas lui qui commande, il n'est pas en manette. On change les décrets, on change les lois européennes pour juste mettre tous les pays dans le même carcan, dans la même logique, et on met tous les pays sous la bannière de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et c'est cette personne qui décide pour nous tous en fait. Donc tu penses que c'est le banquier qui a pris le dessus? Si, mais ça n'a rien, c'est économique. C'est-à-dire que quand on voit comment ça se passe, alors j'ai un exemple, je crois, si je ne peux me pas tromper sur le Pérou, le Brésil, pas qui disait ça, mais il y a plus de 12 pays en fait qui disent aujourd'hui qu'ils ne veulent plus le vaccin. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas et ils ont beaucoup de pléthore de vaccins commencent à se périmer. Mais surtout en Haïti, on a vu. Et on leur dit, 1% en Haïti. Oui, mais on leur dit qu'il faut commander pour 1,5 milliard de dollars de vaccins. Ils leur disent, mais non, mais on a des vaccins qui sont périmés, les dates de préemption explosent, donc je ne veux pas. On leur dit, non, mais il faut commander. Ils disent, non, mais la population ne se vaccine plus. Non, mais il faut commander. Alors, ils disent, mais non, mais combien coûte un vaccin aujourd'hui, un vaccin Pfizer? Il dit, on répond au vaccin Pfizer est passé de 18 à 20 euros. Comment coûte un vaccin Moderna ou AstraZeneca, je ne m'appelle plus? Il est passé de 19 euros à 25 euros. D'accord? Donc, tout ça c'est de l'argent. Alors ils disent, mais
l'argent qu'on a, on voudrait aider l'Ukraine. C'est ça qu'ils disent. Hein. D'accord. Et donc, il faudrait, le temps, on veut plus, on n'arrive pas à écouler le vaccin, c'est machin. Et ils disent non, ce sont des nouvelles doses, il faut absolument les prendre, de machin. Je dis mais ça ne nous intéresse pas. Bon, on voit réellement qu'il y a une volonté à ceux qui achètent des vaccins. Ils disent mais on peut ne pas commander maintenant. Ils disent ouais mais si vous commandez maintenant, vous allez commander à l'automne. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on se rend compte visiblement que ce n'est plus une vaccination, ce n'est plus un sanitaire en fait. Ça a juste un aspect financier, un aspect économique, et on est rentré dans une forme de marchandage, de marchandisage de notre santé en fait. Okay? On n'est plus maître de nous-mêmes en fait, on décide pour nous, et quand l'OMS dit ça, donc il faut faire ça, okay? Et FAMA dit ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, ce n'est plus les médecins qui décident au niveau des machins, non, il y a des ingénieurs qui décident de dire voilà, ça fonctionne comme ça, c'est comme ça va fonctionner. Okay? Alors, je ne sais pas, je ne suis pas complotiste, mais forcément il y a quelque chose qui fonctionne, qui tourne pas rond, et cette volonté vaccinale, cette volonté de vendre du produit de la santé à toute la population, même lorsqu'ils sont pas malades. Très peu de personnes décèdent de la Covid, beaucoup de personnes décèdent des accidents de la route, d'AVC, de crise cardiaque, okay? Et pourtant on n'a pas trouvé de vaccin pour ça. Et encore plus avec les effets indésirables aujourd'hui. Donc, et on se rend compte qu'il y a un acharnement thérapeutique, il y a un abonnement vaccinal qui fait à coup de bras, et ça ne gêne personne. Je me dis que si M. Macron et son gouvernement nous aimaient, ils ne seraient pas là. Donc ça a forcément d'autres intérêts, qui sont supérieurs à notre santé, qui sont supérieurs à nos vies. Et malheureusement, on a beau analyser la situation, on a beau porter une réflexion à ce sujet, on ne voit pas la raison qui pousserait à conserver cette obligation vaccinale. Ces injections ont montré leurs limites. Okay? Malheureusement, on a un bon nombre de la population qui aujourd'hui sont injectés, ne se sentent pas bien, mais qu'ils le veuillent ou non, ils sont obligés de poursuivre parce qu'en réalité, sur les études qu'a montré une étude anglaise, lorsqu'on prend une dose, on perd 30% de son immunité naturelle. Quand on prend 2 doses, on perd déjà 70% de son immunité naturelle. Après la 3e dose, on n'a plus de défense immunitaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes entrés dans une phase, d'accord, de vaccination, d'abonnement. Mais ce qui est plus triste, c'est que tous les effets indésirables secondaires que ça va pouvoir déclencher, on sera encore traité avec des pilules et des pilules, des cachets, des pommades Pfizer. C'est surtout ton travail aussi. Donc c'est un travail qui était pensé, d'accord, comme on dit, hein, c'est pour la chienne de morcer à chien, on traite le mal par le mal. Okay? Donc on est dans cette logique-là, parce qu'en réalité aujourd'hui, on sait qu'il y a de l'argent à faire en fait. Il y a de l'argent à faire sur la santé des hommes, sur la santé des humains. Et sincèrement, je ne vois pas comment on va s'en sortir si nous-mêmes en fait on ne se prend pas en main. Mais se prendre en main implique beaucoup de choses en fait. Parce que je fais une analyse simple. Si aujourd'hui on décidait d'abroger ou d'abolir, comme on veut, l'obligation vaccinale pour les Guadeloupéens, ou les Martiniquais, ou les Guyanais, mais ça voudrait dire aussi qu'on reconnaît notre capacité à nous traiter d'une autre manière et notre choix, mais qui soit reconnu de manière internationale. Pourquoi je m'explique? Parce que pourquoi j'insiste, cela voudrait dire aussi, cela voudrait dire que si aujourd'hui l'obligation ne me scie pas aujourd'hui au niveau de la Guadeloupe, mais cela voudrait dire aussi que quand je vais en France hexagonale, il ne faudrait pas que je me fasse vacciner. Parce que si l'obligation n'existe pas sur mon territoire et que si je dois prendre l'avion, que si nos enfants doivent faire des études et qu'ils doivent se faire vacciner, forcément, c'est un choix assez limité. Donc, ça passe aussi, cette décision passe aussi par le respect de notre choix, d'accord, le respect de notre liberté intégralement. Le chien ne peut pas se faire vacciner, d'avoir l'obligation vaccinale, de permettre à tous les Guadeloupéens, tous les soignants, libéraux, dans le social, les infirmiers, les soignants, les médecins, tout le monde, toutes ces personnes qui sont suspendues de reprendre leur travail. Mais cela aussi voudrait dire que c'est une façon aussi de dire qu'on respecte le choix des Guadeloupéens, et qu'on respecte aussi leur liberté et qu'ils peuvent aussi aller et venir comme bon leur semble sur tout le territoire national et international, sans pour cela être obligé de se faire vacciner. Parce que s'il faut qu'on abolisse
ici l'obligation vaccinale, et qu'on soit obligé de prendre un vaccin ou une injection pour aller pour voyager, pour des études, on n'a pas gagné le combat, nous ne sommes pas libres en fait. Et nous sommes loin d'être libres. Voilà. Et surtout, effectivement, quand tu nous disais par rapport à la gestion de crise de notre président de la République, ben, toi en plus, c'est vrai que professionnellement, tu es pompier. Tu nous expliquais lors des meetings justement ben, des cas que tu voyais, des personnes qui avaient pris le vaccin, qui avaient des difficultés, des femmes qui avaient des difficultés au niveau de tout un tas de choses en fait. Je ne pourrais pas développer dessus, c'est avec tes mots, mais que tu as fait le constat quand même sur le terrain qu'il y a eu beaucoup plus de problèmes de personnes ayant pris le vaccin quand vous arrivez sur place que personnes n'ayant pas pris le vaccin. Oui, mais quand on veut une aujourd'hui, on peut défalquer cette situation sur le plan hexagonal, la France hexagonale. Aujourd'hui, il y a plus de 90% de Français qui sont vaccinés. Ça vous veut dire quoi? Les personnes qui entrent aujourd'hui en réanimation sont quasiment dévaccinées, en cas grave. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas compris en fait. C'est le retour conséquent avec suffisamment de retour réellement qu'on n'a pas eu sur ces éjections. Et ce qui cause un problème à double titre. Pourquoi? Ça cause un problème parce que ça peut causer des effets indésirables. Et c'est le cas qu'on voit et qu'on continue à voir. Et on peut faire une analyse, on peut apporter faire des statistiques. Hein. Aujourd'hui, on fait davantage d'embolie pulmonaire, on fait davantage d'AVC, on fait davantage de crise cardiaque. Et à tous les âges. D'accord? Alors, si on gratte un peu, on verra que ces personnes ont au moins une dose. Je suis pratiquement certain. Mais on va le faire parce que ça mettra, tout de dos, ça mettra en cause cette vaccination. Mais l'autre versant qui est un peu plus choquant, qui est un peu plus insidieuse, c'est l'aspect où on se dit qu'il n'y a personne de responsable en fait. Ok? Je parie en fait que si on mettait les médecins responsables de la vaccination, on ne serait pas à ce niveau-là. Si on mettait Big Pharma responsable de tous les effets indésirables, on ne serait pas dans cette situation. Si l'État était responsable, on ne serait pas dans cette situation. Okay? Aujourd'hui, personne n'est responsable. Mais sauf que, on te dit, si tu n'es pas vacciné, si tu n'as pas un schéma vaccinal complet, tu es suspendu, tu ne peux pas accéder à ton travail. D'accord? Tu n'as pas de salaire. Ok? Mais on ne te licencie pas. D'accord? On ne te radie pas. On te suspend. D'accord? Donc, c'est pour dire comment commencer. Et au fur et à mesure qu'on avance, il ne serait pas étonnant de voir les personnes qui n'ont pas d'effet indésirable pour l'instant. Rien ne dit que d'ici 50-10 ans, qu'ils ne sont pas soumis à ça. Pourquoi je dis ça? Selon le décret de M. Véran, si je ne me trompe pas, je n'abuse pas, il est prévu une dose de rappel tous les 8 semaines. Tous les 8 semaines, c'est 2 mois. Donc, ça veut dire qu'on serait au moins à 4 vaccins par an. D'accord? Effectivement, c'est vrai que M. Dumotel a beaucoup rappelé. Fait, il a dit 11 doses, des doses, il a dit doses de rappel, doses de... Oui, effectivement, c'est vrai. Donc forcément, on est dans un abonnement thérapeutique, okay? Parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas en fait. Et si ça ne fonctionne pas, forcément, il faut pouvoir mettre les points sur les i, revoir le schéma, revoir le plan, ok? Et ne pas laisser les McKinsey décider pour nous, parce qu'avec aujourd'hui, nous sommes confrontés à ça. Les politiques n'ont la main sur rien. Okay? Tout est une question d'argent, tout est une question de financement, tout est une question de stratégie. Et nous qui ne sommes pas habitués, nous sommes un petit pays, un petit peuple, on paie un lourd tribut sur des décisions qui sont prises de l'autre côté de la mer et qu'on veut absolument nous imposer. Okay? Donc, c'est pas entendable. C'est pas soutenable et surtout pas compréhensible pour nous, tant plus qu'on sait qu'on peut se soigner autrement. Et des personnes qui aujourd'hui ont la Covid sont ultra protégées. Et on entend des personnes dire non, même si on a eu la Covid, il faut quand même se vacciner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont toujours dans cette logique-là, d'accord? Combien ils gagnent, je ne sais pas. Combien ils ont touché, entre guillemets, pour diffuser une telle information et rester dans cette stratégie vaccinale. Donc, forcément, il y a une volonté, vous direz, quand même mortifère, hein, à la fois criminelle, de conserver les mêmes schémas, de conserver la même stratégie et de tuer le tout à petit peu. Et même si on voudrait nous faire le contraire, même si on voudrait m'accuser ou nous appeler de complotistes, il n'en demeure pas moins que
dans la stratégie mondiale, d'accord, il y a une volonté à diminuer la population parce qu'on estime que la population est de 7 milliards, qu'on veut redescendre à 3 milliards. Donc forcément, il y a un plan. Alors, quel est le plan véritablement? Je ne sais pas, d'accord. Mais dire ça en cette compotise, ne rien dire, c'est faire silence et se taire, de se rendre aussi complice, d'accord. On peut être complice et complotiste à la fois. Donc, forcément, j'ai choisi de ne pas être complotiste, ni d'être complice, mais justement de dire les choses avec ma foi et ma vérité qui est mienne, d'accord. Au risque de me tromper, mais je suis sûr que le temps nous donne raison, le temps est le gardien de la vérité en fait. Et être actif pour le peuple. Tout à fait. Donc je garde chevillé au corps mon militantisme, chevillé au corps ma détermination, parce que je sais que c'est mon combat générationnel, c'est le combat de ma génération. Il y aura peut-être d'autres combats que d'autres générations vont mener, parce que le combat ne se termine jamais. Il prend d'autres formes, il prend d'autres aspects. Ça traverse des générations, ça recommence. Mais bien sûr, le combat ne finit jamais. Et c'est pourquoi je suis là. Et au sein du collectif, je tente de conserver cette solidarité, même si nous ne sommes pas suspendus. Okay, nous ne sommes pas pour l'instant suspendus, mais l'obligation vaccinale nous scie aussi. On est là, on doit pouvoir se faire vacciner, c'est une obligation pour nous. Nous ne sommes pas suspendus parce que M. Losbar a fait un autre choix pour nous, parce qu'on était dans la rue très tôt. On a démontré que si on nous vaccinait, on voulait nous mettre une obligation vaccinale, les cantines seraient fermées. Mais en de toute, toute animosité que je pourrais avoir pour les élus, nos élus, il faut quand même si il n'a pas été plus courageux que ça, parce qu'il a laissé monsieur, il faut dire les choses, il a laissé monsieur Coutinho faire beaucoup de choses seul, mais il faut dire qu'il a quand même été courageux de prendre la décision de ne pas nous faire vacciner les pompiers pour l'instant, et en espérant que ça va encore durer, parce que sinon on sera encore dans la rue, ça va redoubler des densités. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'a pas été suffisamment courageux, parce qu'il a aussi reçu des menaces, lorsqu'il a dit, de la part de la hiérarchie des autorités sanitaires, le préfet, l'ARS, tout ça. Pourtant, il a fait le choix de sauvegarder. Ah ben ça, c'est bien de le souligner. Non, mais il faut dire ça, c'est-à-dire qu'il part pas tous ses défauts. Mais il faut dire qu'il a été courageux pour ça. Et là, je ne vais pas lui dire que je ne vais pas m'agenouiller à oui, ses mais pieds. tu reconnais mais il quand faut même reconnaître que, voilà. Cette valeur-là, il faut reconnaître. C'est bien, c'est tout à ton honneur. Non, il faut reconnaître cette détermination de la part. Il n'est pas que mauvais, d'accord. Il faut dire ça. Moi, j'ai cette honnêteté intellectuelle. Okay. Moi, je profite pour le dire merci pour tous mes camarades qui ne sont pas suspendus, qui perçoivent le salaire, mais pour tous les autres camarades qui psychosocial, qui travaillent au niveau du conseil départemental, qui ne sont pas suspendus. Et je lui demande par ailleurs de pouvoir affirmer affirmer sa position en prenant clairement position au niveau du CHU. Oui, c'est ça, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi il n'a pas aussi pris pour le CHU? Et à œuvrer pour que les personnels du CHU, les bureaux, les soignants puissent réintégrer leur poste en fait. Okay? Et qu'ils ne se satisfassent pas de cette notion de notion politique qui nous dit ouais c'est politique. Non, on nous impose, on nous applique, on nous contraint une décision politique. Là nous sommes dans la résistance. Je lui dis clairement, M. Losbar, nous ne faisons pas de la politique, nous sommes dans la résistance. D'accord? En fait, la résistance, c'est pouvoir, c'est sauvegarder ce qu'on a, c'est préserver ce qu'on a, les acquis qu'on a. D'accord? Mais faire de la politique, c'est nous appliquer ce qu'on ne veut pas qu'on se fasse appliquer. Donc, pourquoi il n'a pas été plus efficace au niveau du CHU? Alors, il nous dira qu'il n'a pas de décision, il n'a pas de pouvoir, mais ceci étant dit, l'observatoire entre guillemets du CHU est resté 100 mètres, et je crois que s'il était présent, je crois ça aurait donné une autre tournure. D'accord, on ne serait pas peut-être je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de suspension, mais ça aurait eu une autre tournure. Laisser carte blanche à M. Cotelon, d'accord, et Mme Denis à l'époque, a donné lieu à ça. Okay? Aujourd'hui, l'orgueil de l'État, l'orgueil de nos politiques, l'orgueil du préfet, de tout le système étatique qui nous entoure, c'est de pouvoir retourner sur les décisions qu'ils ont prises. D'accord? Comment un petit pays comme la Guadeloupe puisse être dans ces dispositions de résistance, ne pas assister le système, ne pas accepter le système, d'accord, qu'on nous impose, alors que
je suis la loi, je suis l'autorité, je suis la France. D'accord? Et ça, ils ne l'admettent pas parce qu'ils savent très bien que c'est pour eux, c'est admettre aussi qu'ils ont perdu le combat. Mais forcément, il faudra qu'ils se rendent compte à l'évidence qu'à un moment donné, il y a comment on va dire, ni pour oui, mais ni las. À un moment donné, il faut obliger de revirer. Ça peut prendre très peu de temps, pas de temps là, puis il faut là, mais ça peut revirer. Et c'est pourquoi je demande à l'ensemble de la population de garder cette solidarité. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est parce que nous sommes là, c'est parce qu'il y a le collectif en résistance qu'aujourd'hui que les pays ont fait le choix de se vacciner. Alors ceux qui ont des doses de rappel à faire, ils font leur dose, ils font leur vie, d'accord? Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup ne vont pas prendre de troisième dose, beaucoup n'ont pas fait de deuxième dose, beaucoup ne font pas de troisième dose, et à force sur les quatrième doses. À moins qu'on s'en contraint, mais là ça sera peut-être la guerre, ça sera peut-être une autre forme de résistance. Et je crois qu'il faut que je fasse appel à la bonne intelligence de tout un chacun, de se dire que respecter la liberté des uns et des autres, c'est un gage de pérenniser la démocratie, mais c'est aussi un gage de pouvoir accepter la différence des autres. Je peux être différent de toi, tout en respectant ton choix. Exactement, et discuter et faire un débat tout en restant dans le respect, justement. C'est ce que ton image émane, quand on te voit, on voit que tu peux parler de tout. Et comme tu expliquais avec M. Domnota, bon, lui, il n'est pas pour la politique, faire de la politique. Toi, tu es pour autant, vous pouvez travailler ensemble. Et c'est ça qu'on attend, c'est qu'entre Guadeloupéens, on puisse échanger, se respecter pour le bien de la Guadeloupe. En tout cas, on te remercie beaucoup, hein, M. Zou, parce que tu nous avais donné une demi-heure aujourd'hui, parce que tu as un rendez-vous après. Tu nous as donné une demi-heure et ça fait déjà 1h10 qu'on est en vidéo. Donc, on te remercie de cette heure qu'on a dépassé, du temps que tu accordes. Une fois de plus, tu montres qu'effectivement que ce temps que tu veux amener cette information pour la population, qui puisse bien comprendre la différence entre quelqu'un qui veut juste faire pour montrer comme il a dit, et quelqu'un qui fait avec le cœur, sans compter les heures, sans compter les minutes, et avec le cœur. Aurais-tu un dernier message à passer? Alors, un dernier message, c'est dire aux Guadeloupéens que la vie est ce qu'elle est, d'accord? Il ne faut pas oublier qui nous sommes, d'où on vient. Et ce qui fait notre force, c'est notre résistance, c'est notre histoire en fait. Et il faut qu'on ait de l'amour pour pouvoir avancer et ne pas critiquer l'autre, comprendre l'autre, l'accepter tel qu'il est, et peut-être le ramener à nos valeurs, à comprendre nos valeurs. Ça peut être qu'un jour qu'il partage, et peut-être un jour qu'il partagera, peut-être certainement, mais ne pas le repousser. Il faut faire de la pédagogie, il faut insister, il faut discuter, il faut rassembler. Et dans ma mission aujourd'hui, je suis là pour rassembler. Et quel que soit l'horizon, que ce soit ta couleur de peau, que ce soit ta nation, ta race, on doit rester ensemble, parce que c'est un combat pour l'humanité. Voilà. Bonne soirée à tous.